Bonjour à vous et bienvenue pour cette partie 3, chapitre 9. Novembre-décembre 2014, persévérer et y croire. Je me lançais à la recherche de missions, remettais à jour mon CV et en parlais très peu autour de moi. Début novembre, j'attrapais une urticaire aiguë. Je dormais mal la nuit, entrais dans une phase de paranoïa. Avais-je des insectes à la maison? Je faisais désinfecter l'appartement et par la même occasion, je faisais une réaction allergique encore plus forte. Je ne pouvais fermer l'œil de la nuit, ma peau me démangeant, n'étant soulagée que par des brèves douches d'eau chaude. Au travail, j'ai finalement pris la décision d'informer ma hiérarchie de mon projet. Je voulais les prévenir car je comptais partir au printemps de l'année d'après. Cela leur permettrait de s'y préparer. Je n'avais absolument rien de concret, mais cette date de mars-avril trottait dans ma tête. Je montais de nouveau à Paris en mode retrouvailles. J'allais voir ma sœur, les copains de l'Afrique du Sud, et en louant une voiture, j'allais faire une escale à Montargis pour revoir les copains du Cambodge. J'étais heureuse de les retrouver et leur raconter mes démarches. J'étais un peu perdue, ne sachant pas vraiment où trouver des informations pour des missions de durée moyenne. Il fallait presque être initié pour savoir quel site était sérieux. Mon passage à Montargis m'a donné des idées, des contacts, des conseils. Ils m'ont encouragée dans mon idée et m'ont donné quelques informations. À mon retour sur la Côte d'Azur, j'ai même eu la joie de revoir mon interprète du Cambodge, qui était dans la région pour quelques jours. Je sentais qu'une page allait bientôt s'ouvrir et je décidai de sortir à Nice avec les copains de la région. J'avais décidé de me lâcher, je voulais en profiter plus que de raison. J'ai pris conscience de l'amitié qui me liait à mes compagnons de soirée. Ils me soutenaient, prenaient soin de moi alors que je laissais libre cours à mes frasques. J'ai trop bu, ils m'ont aidé à marcher. Je lâchais toute la tension et le stress caché que j'avais accumulé. Car malgré le fait d'être absolument sûre de suivre la bonne voie, je ne pouvais m'empêcher, au fond, d'avoir un peu la trouille. Je me donnais du courage. Je me motivais, mais quelque part mon inconscient n'était pas serein. J'avais besoin de lever la soupape, d'extérioriser mes peurs, ma peur du saut dans le vide, dans l'inconnu. Le bouche à oreille dans ma famille et certains de mes amis a fait son œuvre. Je recevais des informations de personnes à contacter. J'étais toujours en quête de la mission qui me correspondrait. J'avais des difficultés à trouver celle qui ne demandait pas de compétences médicales. Je souhaitais partir pour aider au mieux, selon mes propres connaissances et compétences. Je cherchais donc dans un domaine de développement, d'aide à l'éducation. J'affinais mes recherches à une mission pérenne de 6 mois. J'envoyais des mails, j'échangeais des coups de fil, rien de concret ne se présentait. La fin d'année s'est rapprochée rapidement. Fin novembre, j'appelai ma mère. Nous allions marquer le tournant de la deuxième année sans lui. J'y pensais encore, mais moins. Son souvenir me revenait par à-coups. Je voyais son nom dès que je prenais le téléphone. Je n'avais pu me résoudre à renommer mon contact papa-maman. J'avais également toujours en numéro d'appel la chambre d'hôpital à Marseille. Pourquoi je gardais tout ça? Je ne pouvais pas l'expliquer. La douleur a disparu à son souvenir. Je reprenais de temps en temps quelques vidéos de la belle époque, réécoutais sa voix, revoyais ses traits. J'avais eu peur d'oublier tout cela, il n'en était rien. La mémoire n'effaçait pas ce genre de souvenirs. Début décembre, je partais à la Réunion avec 2 couples d'amis. L'un d'eux était réunionnais et il nous avait invités à passer quelques jours dans sa famille. L'accueil de sa mère a été merveilleux. L'île m'a enchantée, entre le bord de mer et les samosas au fromage, les punchs aux fruits exotiques, les litchis par centaines. Nous avions aussi planifié plusieurs randonnées. Un tour dans l'est vers le volcan, un passage à l'église Sainte-Rose et une petite marche sur les coulées de lave. Je sautillais, ma tête s'était vidée de toutes ces peurs et doutes. Des baignades dans une eau turquoise, un petit malaise, moi, seul au milieu de ces 2 couples, dans ce décor paradisiaque. Et puis, j'ai mis de côté ce ressenti. J'étais dans un lieu magique, j'allais en profiter. La randonnée du volcan, du piton de la Fournaise, m'a impressionné. Ce décor, digne de Mars, ou de ce que j'imaginais être la planète rouge, la chaleur et les premiers coups de soleil. Le soir, nous nous félicitions de notre rapidité en goûtant le punch et le curry de poulet. Cette balade n'était qu'un échauffement. Le lendemain, nous partions pour le Piton des Neiges.
Après moult discussions, nous avions décidé de le faire sur une journée seulement. Je ne savais pas si mes capacités me le permettraient, mais j'avais accepté le défi. Nous étions préparés. Les sacs à dos étaient remplis d'eau, d'encas, de pulls et vêtements chauds. Nous avons attaqué la montée, les 3 filles portant le même t-shirt acheté ensemble pour protéger nos épaules. Nous montions à notre rythme, les garçons devant. Quelques arrêts, barres de céréales et eau, et nous repartions. La vue au sommet était un peu cachée par les nuages, mais en persévérant, on pouvait apercevoir l'île entière. Nous étions sur le toit de la Réunion. J'étais heureuse d'avoir réussi à monter les 1700 mètres de dénivelé. Il nous restait la descente. Refaire les 3000 et quelques marches en sens inverse. La lassitude. La dernière heure de marche, mes jambes étaient en pilote automatique. Mes genoux me faisaient mal, mes pieds luttaient, et ma tête s'est déconnectée. Je n'étais pas la seule à souffrir. Arrivée en vue de la voiture, les dernières forces que j'avais se sont révélées. Je me suis mise à courir, heureuse d'en avoir fini, mais également extrêmement fière de moi. J'avais réussi. Nous avions réussi. Le soir, un saladier de punch nous attendait pour fêter l'exploit. La soirée bien arrosée, je me suis mise à chanter en japonais. Étonnement et rire. Puis un petit moment de déprime, à cause d'une phrase mal placée, d'un retour de flamme sur mon célibat. J'avais parfois ce petit rappel que je n'étais pas installée dans une vie à deux. Là, avec l'alcool et la fatigue, j'ai eu un coup de poing dans le cœur. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à être autant touchée par cette réflexion. Puis, l'instant est passé. Les remords et la vulnérabilité. J'ai repris la soirée au-delà de mes larmes. J'ai mis de côté la tristesse. Et le séjour s'est achevé. De retour en France, fin décembre, Noël se déroulait à Gap cette année. Nous n'étions plus que 5 dans notre famille allégée de 2 membres en l'espace de 2 ans. Mais nous étions bien, la fête était au rendez-vous. Nous avions envie de fêter le fait d'être ensemble. Les absents étaient avec nous en pensée. Certaines photos, bien choisies, étaient maintenant disposées sur les meubles. Nous avons offert un album à mon grand-père. J'avais ramené de la vanille de la Réunion et du poivre du Cambodge, et j'en ai offert un peu à chacun. Dans mes voyages, je n'oubliais jamais ma famille. Cette année, j'avais demandé moins de matériel, plus de pécule. Je préparais mon départ et je savais que je ne serais probablement pas payée pendant 6 mois. Je faisais la part des choses. Je travaillais le 26 et redescendais donc rapidement à Antibes. Mais je n'y restais pas longtemps. Je passais le nouvel an avec ma sœur et mon frère en montagne, à la neige. Nous n'avions pas fait cela depuis une éternité. Ma sœur nous avait invités à le passer avec des copains à elle. Et nous profitions des pistes, du vin blanc, de la raclette et de l'ambiance hivernale. J'adorais la neige, l'odeur et la blancheur immaculée, le souffle embué et les soirées au coin du feu. Le nouvel an, les nouvelles résolutions, l'espoir d'entamer la route vers mon projet personnel, vers mon renouveau, vers la découverte de mon être intérieur. Ah, ce chapitre, persévérer et y croire. Ben oui, parce que le chapitre précédent, je découvre cette envie, ce désir, cet appel de partir en congé de solidarité internationale. Et donc, je suis dans cette mouvance-là et je ressens ces inspirations, je crée mon CV, je recherche des missions, je ne trouve rien. Et je commence à lancer des pistes. Les personnes à qui j'en avais parlé me donnent des contacts à appeler. Euh, je sens l'appel de monter à Paris, à Montargis pour revoir les copains du Cambodge, qui sont donc dans le milieu associatif, qui eux également me donnent des sites web. Toutes ces petites choses en fait qui ne me donnent aucun, mais aucun résultat concret. Et pourtant, je sens que je suis sur la bonne voie, je sais que ça va le faire, je sais que ça va se concrétiser. Et c'est là que je rentre dans la notion de persévérance. D'être dans toujours cette connexion intérieure et de sentir, ok, je ne vois pas de résultat concret. Et pourtant, je sais. Je sais que je suis sur le bon chemin, je sais que c'est là que je continue. Et là, il y a quelque chose qui se passe. L'ego, ça c'est important, l'ego, dans la manière qu'il a de vouloir survivre, il peut le faire de 2 manières. La première, c'est par le mental, par les pensées.
de partir en vrille dans le petit vélo, de partir là-dedans. La deuxième, chose que j'ai appris il y a finalement pas si longtemps que ça, la deuxième, c'est par le corps. C'est-à-dire que l'ego met le corps en mode sapin de Noël, en mode euh, grande réaction, parce qu'il y a peur, il y a une peur derrière, une très très grande peur. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'attrape une urticaire aiguë, un truc que j'avais jamais eu de ma vie. Et évidemment, avec à ce moment-là, je ne sais pas d'où ça vient. Avec le recul, je le sais. Avec le recul, c'est vraiment cette peur d'aller découvrir quelque chose de fort. Et donc cette peur qui suit la décision de partir en congé solidarité internationale et qui finalement génère à l'intérieur de moi une grande vague d'anxiété au niveau de l'ego, au niveau de certaines choses, et qui en fait se matérialise par une réaction corporelle extrêmement forte. On pourrait aussi le voir comme un signal d'alarme, mais aussi également comme une manière de purger, de faire sortir certaines choses. Donc c'est vraiment, je le vois pas comme quelque chose de négatif. C'est pas agréable, je suis complètement d'accord, mais c'est pas négatif parce que c'est ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai un signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, en fait, ne l'ai pas annoncé encore à ma hiérarchie. Et il y a quelque chose en moi qui n'est pas aligné avec ça parce que j'ai vraiment envie d'être honnête d'exprimer que je suis en train de chercher ailleurs, de chercher à partir pour quelques mois. Et donc, je leur annonce. Je leur annonce et puis pouf, je leur dis, je vais partir au printemps. J'ai rien, je sais pas exactement quand, en mars, avril, mais je vais partir au printemps. Et de nouveau, intuition. Je ne sais pas d'où viennent ces phrases-là, mais intuition. Et de nouveau, ce n'est pas sur le moment que je le sais, c'est en prenant du recul, en regardant en arrière, que je me rends compte, ouais, effectivement, j'étais vraiment guidée. Et donc, si je peux être en lien total avec ça, je peux me rendre compte des moments où je suis guidée. Et quand je dis je, c'est par rapport à l'exemple que j'utilise de mon histoire, mais évidemment, c'est vous. Vous pouvez, avec le recul, voir les moments, les étapes où vous avez été guidé par vous, par votre intérieur, par votre âme, et puis par tout ce qui nous entoure. Vous pouvez faire cette prise de conscience. Parce que quand vous commencez à prendre conscience du chemin parcouru dans le passé, vous pouvez faire augmenter votre foi, votre croyance, votre certitude que oui, ça va se passer pour le mieux. Et donc, vous pouvez être plus attentif aux signes qui vont se présenter à vous. Dans ce chapitre-là, je parle d'une manière, j'en suis complètement consciente, d'une manière échappatoire, de lâcher complètement mon stress et de lâcher la soupape, c'est-à-dire que je sors et je me mets à boire. Ça m'est arrivé une ou deux fois de vraiment me boire beaucoup et de sortir, de complètement sortir. C'est une manière, j'ai de l'indulgence avec moi, avec ça, parce que c'est des moments où j'ai aimé me rendre compte de mes amis, du soutien, du fait qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents. Et en même temps, cette notion d'ivresse que je trouvais finalement assez agréable, euh, parce qu'elle me permettait d'oublier ma trouille. Elle me permettait de lâcher ça et d'oublier pendant un instant. Et c'est ok parce que c'est une notion de prise de conscience. Prenez conscience des choses. J'aime bien apprécier aujourd'hui un verre de vin. Mais je ne rentre plus dans le fait de trop boire jusqu'à en être malade ou d'être dans l'ivresse. Parce que finalement, j'ai plus besoin de ça. J'ai pas besoin de ce sentiment de l'ivresse déraisonnée pour oublier. Quand je savoure un verre de vin, je suis dans la joie de savourer. Puis en plus, c'est tellement rare
que j'en boive, que je savoure. On arrive à novembre et aux 2 ans du décès. Et puis voilà, je me rends compte de petites choses que je n'ai pas encore fermées dans mon rapport au décès de mon père, notamment le numéro de téléphone de l'hôpital de Marseille, le contact que je n'ai pas encore renommé. Pareil, je sais qu'à un moment donné, je serai prête à les transformer, à les changer, mais qu'à ce moment-là, bah, ce n'est pas encore le moment. Et ben c'est pareil, j'accueille, 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 j'accueille. Ma vie émotionnelle devient plus douce. Ça ne veut pas dire que je ne ressens plus de colère, de tristesse, d'émotions fortes, mais c'est plus doux parce que je les accueille mieux, je les accepte. Et aussi, je sais que ma mémoire n'effacera pas mon père. Et ça, c'est parce que je l'ai vécu sur les 2 dernières années. Je sais que ma mémoire n'effacera pas mon père. Je sais que j'ai une connexion à lui, au-delà de sa présence physique. Et donc je pars de nouveau, je voyage, je pars à La Réunion avec des amis. Et là, pareil, j'ai des émotions qui arrivent. Et si vous écoutez le texte, j'exprime, je sens l'émotion qui est là, qui est là, et puis je la regarde, et puis je décide, ok, de ne pas la nourrir. Je décide de tourner mon regard vers autre chose, vers la présence, vers ce que je suis en train de vivre d'agréable. Donc je ne nie pas l'émotion. Je ne vais pas chercher ce qui se cache derrière. À ce moment-là, j'ai pas envie. Mais je ne la nie pas, je la vois. Et puis en fait, à un moment donné, je la vois, et puis je comprends ce qui se cache derrière. Et je me dis, bon, ok, là, j'ai pas envie d'aller transmuter ou d'aller guérir ça. J'ai bien vu quelle était l'origine de cette émotion. Mais là, j'ai juste envie d'honorer les personnes avec qui je suis. J'ai juste envie d'honorer, pardon, d'honorer euh, les moments que je suis en train de passer. La joie, la vie, pardon, qui se déroule devant moi. Et là-dessus, eh bien, il y a des choses magiques qui se passent. Parce que je me découvre de nouveaux talents. Je me dépasse physiquement avec euh, le, la randonnée de 1700 mètres de dénivelé. Et ce ressenti aussi que, en fait, on peut aller vraiment plus loin que ce qu'on pense. Nos limites sont souvent des limites qu'on s'est imposées par le mental. Derrière, on peut toujours repousser un petit peu plus les limites. En douceur, en indulgence, on peut toujours repousser un peu les limites. Et c'est ce que je parlais vis-à-vis de la zone de confort et de la zone d'inconfort. Et le fait d'être dans l'anxiété ou dans l'appréhension quand on fait quelque chose de nouveau ou quand on est dans l'inconnu ou quand il y a du changement, l'instabilité. Comment se sentir bien dans l'instabilité, dans le nouveau, dans l'inconnu, en augmentant petit à petit notre zone de confort, en repoussant un tout petit peu à chaque fois les limites, en restant en sécurité hein, d'intégrité, en sécurité intérieure, repousser à chaque fois un tout petit peu les limites, dans la joie de l'expansion. C'est ça l'expansion. C'est ça l'expansion intérieure, c'est ça l'expansion individuelle. C'est se dire, ok, là j'ai envie de sortir un peu de ma zone. Ça me met en joie. Il y a un peu d'appréhension, mais ça me met en joie. J'ai envie d'aller voir là. Ok. Eh bien, hop, ça expand, ça étend notre zone de confort, qui ensuite peut de nouveau s'étendre et s'étendre et s'étendre. Et je sens à ce moment-là, en novembre-décembre, je sens qu'une nouvelle page va bientôt s'ouvrir. Je le sens. Pareil, c'est imperceptible, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le sens. Alors,
C'est intéressant, c'est l'avant-dernier chapitre. C'est c'est émouvant parce que je sens qu'effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent. Ces portes ne sont pas visibles. Je n'ai rien de concret, hein, toujours. Et je vous invite, vous, dans votre vie, à sentir les moments où vous avez su que les portes allaient s'ouvrir, vous saviez. Vous n'aviez rien de concret, vous n'aviez rien de visible, mais vous le saviez. Comment étiez-vous? Quel ressenti aviez-vous? Est-ce que vous seriez capable de revenir dans cet espace à l'intérieur de vous? Et si vous n'avez jamais eu d'événement de ce style-là, mettez-vous dans le cœur, centrez-vous dans votre cœur, sentez et demandez quelle serait la sensation que je peux avoir, que je pourrais avoir dans un contexte pareil. Votre corps connaît l'information, votre corps peut vous le donner, vos ressentis personnels peuvent vous les donner. Persévérer et y croire. Persévérer et y croire. Et petit à petit, on atteint en fait la foi, la certitude. Et la persévérance, le persévérer, n'est pas tous les jours évident parce qu'on n'a pas nécessairement de preuves concrètes. Et là-dessus, on ne peut, entre guillemets, que compter sur soi, sur son ressenti intérieur, sur cet appel d'âme, sur l'âme qui nous guide là-bas. Et puis, si vous avez la chance, comme j'ai eu la chance d'être soutenue par des personnes qui vous entourent, là, moi, c'est mes frères et sœurs, c'est ma famille finalement. Eh bien, ou ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une communauté, parce que dans ces moments-là où peut-être on peut vaciller de dire bah non, je vois toujours pas, peut-être que j'arrête. Mais si à l'intérieur, ça vous dit non, continue, continuez. Dernièrement, j'ai eu ça. Et maintenant, je demande un signe à l'univers, je demande un signe à mon être intérieur, je demande. Je dis, ok, là, je suis dans une phase où bah, mon ego, mes peurs, s'affolent. Et ben, je demande, est-ce que là, je persévère ou est-ce que j'arrête? Est-ce qu'en fait, je n'ai rien de concret, je n'ai rien de visible, parce qu'en fait, ce n'est pas le, entre guillemets, bon chemin, et que je me suis désaxée? Ou est-ce que c'est juste que c'est en cours et que je persévère, je continue, parce que je vais avoir une gratification différée? Je demande maintenant, je me demande, ok, si je dois persévérer, si, si c'est bon pour moi et pour le plus grand bien de tous de persévérer, je souhaiterais voir tel signe. Et si c'est meilleur et c'est bon pour moi et pour le plus grand bien que j'arrête parce que je me suis fourvoyée et que je me suis désaxée, je voudrais voir tel autre signe et laisser faire la magie. Vous verrez, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Et c'est là-dessus où on est dans un chemin d'équilibre. Et c'est là-dessus où on est dans un chemin d'apprentissage. Persévérer ou abandonner. Persévérer et s'abandonner à plus grand que soi. Parce que là, je me rends compte aujourd'hui que ma persévérance, elle est soutenue par le fait que je m'abandonne à plus grand que moi. Par le fait que je m'abandonne à l'univers, que je m'abandonne à mon âme, en fait. Et ce qui est complètement différent de j'abandonne ou de j'arrête. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Voilà.
Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à bientôt pour le dernier chapitre, le chapitre 10.